Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler de Formule 1, présentation de cette deuxième manche de la saison 2019 de Formule 1 avec le 999e Grand Prix de l'histoire de la F1 qui a commencé en 1950 du côté de Silverstone. C'est le Grand Prix de Bahreïn, 15e édition de ce Grand Prix de Bahreïn. Première édition, c'était en 2004. Il s'est toujours déroulé sur le circuit de Shakir, basé dans la capitale bahreïnie à Manama. Pas Matma, hein, ça c'est le groupe de musique breton, ça n'a rien à voir, qui adore l'ambéandro. Le premier Grand Prix, donc c'était en 2004, victoire de Schumacher, cette année-là, sur Ferrari. Année où il a dominé la concurrence en 2004, dernier titre même de Michael Schumacher, le 7e. Premier Grand Prix nocturne, c'était en 2014. Le circuit a été utilisé en deux configurations. La configuration classique 14 fois, donc configuration de 5 km 412. Et puis on avait utilisé une configuration un peu plus longue, en 2010 de 6 km 299. C'était à partir du virage 4, il y avait une section de 9-10 virages et on revenait je crois vers le virage 5 ou le virage 6. Cette configuration était abandonnée parce que tout simplement elle n'apportait rien en termes de spectacle sur ce circuit. Une seule annulation du Grand Prix, c'était je crois me rappeler en 2011. Où ce circuit devait faire l'ouverture de la saison et il y avait eu la crise du printemps arabe qui s'était étendue également au Moyen-Orient, surtout du côté de Bahreïn. Et le circuit et la course avaient été annulées. Dans un premier temps, Bernie Ecclestone voulait la déplacer dans la saison, et puis après, il avait décidé d'annuler la course. C'est un circuit assez compliqué, Bahreïn. C'est un circuit dit d'accélération-freinage. Des belles lignes droites avec des freinages plutôt important et surtout des virages lents. Peu de dépassements ces dernières années. En fait, c'est souvent des dépassements, des passages, comme dirait Jacques Villeneuve. Donc des dépassements dus au DRS. C'est pas vraiment de la bagarre en virage entre deux pilotes. En parlant du DRS, 3 zones de DRS sur ce circuit, c'est bien fait, quelle belle transition. Avec une première zone, c'est la ligne droite des stands, donc avec une détection qui se situe juste avant le dernier virage du circuit, le virage 15. Une deuxième zone nouvelle, celle-là, elle n'était pas présente l'année dernière, qui se situe entre le virage 3 et le virage 4. La détection se fera au niveau du freinage du virage 1, donc je ne sais pas pourquoi ils ont mis 2 zones de détection, parce que quasiment le pilote qui aura le DRS après la zone de la ligne droite des stands, il continuera de l'avoir encore pour la zone 3 et 4. Je ne suis pas sûr même que ça apporte énormément de dépassement, mais on verra ça quand même en course. Et puis la troisième zone de DRS, elle se situe entre le virage 10 et le virage 11. Donc c'est une ligne droite qui est parallèle à la ligne droite des stands, qui se situe juste derrière tout ce qui est de la pit lane et les motorhomes des écuries. Et donc là encore, juste avant le début, dans la fin de ce deuxième secteur, avec tout l'enchaînement que nous verrons tout à l'heure, lors du tour de circuit. Difficile également ce circuit parce que nous sommes en plein désert. Quand dans le désert, il y a du sable. Et oui, ça a l'air tout bête comme ça, mais c'est un circuit qui est extrêmement poussiéreux, qui a tendance en plus à récupérer de la poussière tous les jours. C'est-à-dire que vous mettez de la gomme par exemple le vendredi, pas de chance, il y a du vent le soir, et le lendemain, il faut de nouveau remettre de la gomme sur le circuit et dépoussiérer un petit peu le circuit pour retrouver du grip. Et pareil, pour les premiers tours de course, des fois qui sont un peu compliqués sur cette piste, parce que il y a toujours une couche de sable, de poussière sur le goudron, sur la piste du circuit, et c'est pour ça que les dépassements sont difficiles, parce que les dépassements doivent se faire en dehors de la trajectoire, et donc pour faire ces dépassements, il faut salir ses pneus dans les zones de poussière, dans les zones qui n'ont pas de grip. Ce qui fait que souvent, sur le virage 2, le virage 3, vous pouvez vous retrouver sans grip totalement. Circuit compliqué également, c'est ce que disait en interview, j'ai lu une interview il y a pas longtemps de Toto Wolff. C'était du côté de motorsport.com, un très bon site sur le sport, les sports mécaniques,
qui donc a interviewé Toto Wolff, qui s'attend à une réplique de Ferrari pour dire, c'était ça l'intérêt de l'interview, mais il nous parle de la difficulté de ce circuit, c'est la température. Pourquoi ? Je vais m'expliquer. La température est élevée le jour, voilà, et très froide la nuit. Bon, je rappelle, c'est un Grand Prix nocturne, donc la course a lieu de nuit, donc les températures refroidissent. Le problème, c'est que vous avez les séances 1 et la séance 3 qui se déroulent en plein milieu de l'après-midi bahreïni, c'est-à-dire il sera midi chez nous, à peu près 14h, 15h chez eux. Dans des températures, il fait extrêmement chaud. Ces séances-là, grosso modo, elles ne servent à rien pour préparer la course parce que ce n'est pas du tout les mêmes conditions qu'on a en course. Donc, elles ne permettent pas d'avoir un programme de travail intéressant pour le Grand Prix. C'est pour ça que vous verrez peu les pilotes sortir normalement lors de la séance 3 pour préparer les qualifications ou même lors de la séance 1 vendredi. Normalement, la séance la plus intéressante, c'est la séance numéro 2. C'est là celle qui se déroule pendant les heures du Grand Prix même, et c'est là où on devrait avoir des performances assez équivalentes. La qualification, elle, a lieu 1 heure avant l'heure de départ du Grand Prix, donc là encore, les conditions climatiques sont un peu différentes, parce que souvent on est à la tombée du soleil et pas entièrement de nuit, donc il y a encore de la chaleur assez importante sur la piste. Du côté des pneus sur ce Grand Prix, on utilise donc les 3 pneus les plus durs de la gamme, C1, C2, C3. On n'utilise pas les C4 et les C5. Le C4 a été utilisé en Australie, c'était le pneu le plus tendre. Il était utilisé donc avec 2 autres pneus, le C2 et le C3. Le C2 étant le pneu le plus dur en Australie, devient le pneu soft, le pneu à bande jaune, le pneu intermédiaire. Le pneu le plus dur est donc le C1. Et le pneu qui était jaune en Australie devient le pneu soft à Bahreïn. J'espère que vous avez tout compris. C'est vrai que c'est toujours pas simple du côté des pneus entre 2 Grands Prix. Donc ça veut dire que les pilotes connaîtront 2 types de pneus et pas forcément le troisième de la gamme. On peut juste dire également que sur l'allocation des pneus, et c'est important de le signaler, Renault a été assez... utilise une stratégie assez étonnante en utilisant très peu de pneus durs et de pneus tendres. Ils ont très peu de gomme. C'est eux qui auront le moins de gomme dure et tendre et médium, pardon. Ils ont beaucoup de pneus tendres. Je pense que donc s'ils sont en difficulté en qualification, ça pourrait être compliqué pour eux en course. Et puis à l'inverse, Williams, eux ont emmené beaucoup de pneus durs et de pneus médiums pour essayer d'améliorer des choses sur leur voiture et de comprendre au mieux leur voiture. Je rappelle quand même que cette allocation des pneus a lieu, je crois, 5 ou 6 semaines avant le Grand Prix. Donc on ne connaît pas toujours encore très très bien sa voiture, parce que ça veut dire que ça a eu lieu pendant la première semaine, même avant la première semaine des essais de Barcelone. Du côté des statistiques, l'année dernière, c'est Sébastien Vettel qui s'est imposé, comme en 2017. Il avait fait un très très beau Grand Prix. Hamilton avait été en difficulté pendant toute la course. Il y avait eu une bagarre avec Verstappen au premier tour. Ça s'était assez mal passé pour Verstappen qui avait crevé. Vettel a remporté 4 fois le Grand Prix. Hamilton est l'autre vainqueur encore en activité ici en 2019. Il a remporté 2 fois la course, mais ça remonte déjà à 2014 et 2015, à l'époque où Mercedes avait vraiment le moteur le plus performant et dominait l'ère des V6 turbo hybrides. Et puis, on se souvient l'année dernière de la victoire de Pierre Gasly avec sa Toro Rosso Honda. Et ça veut dire que Red Bull est souvent performant sur ce Grand Prix, mais on reviendra dessus quand on parlera des pronostics. Ça sera à la toute fin de la vidéo. Également Ferrari qui a 6 victoires sur ce Grand Prix. Tout de suite, on passe au tour de circuit, le tour embarqué sur R-Factor, comme vous en avez pris l'habitude depuis la présentation du Grand Prix d'Australie. Eh bien, on est parti ici à Bahreïn pour ce tour de circuit. On va explorer un petit peu toutes les zones du circuit. Là, on est dans la ligne des stands. C'est pas la ligne la plus longue de la saison. Ce qui est compliqué dans cette ligne des stands, c'est surtout la sortie. On se souvient qu'il y a quelques années, c'était en 2013 ou 2014, il y avait Esteban Gutiérrez et Maldonado
qui s'était retrouvé un petit peu en difficulté à la sortie des stands, parce que comme vous allez le voir, quand on sort des stands, et ben, le premier virage est très compliqué, voilà, parce que vous vous retrouvez totalement à l'intérieur. Alors ce premier virage, et ben, comme vous l'avez compris, c'est un virage extrêmement long, c'est le Schumacher, il faut passer très très proche de la corde, hein. Là c'est vraiment l'objectif. Le 2, on va manger le vibreur pour se retrouver de l'autre côté du vibreur, là ici. Normalement c'est un peu instable, on va se remettre de l'autre côté du vibreur, là on a la sortie du 3, et là ensuite on entame une longue ligne droite qui servira de DRS pour arriver à un virage important du circuit, le 4, où on essaye de passer assez proche de la corde. L'idée est de ressortir là encore sur le vibreur. On va enchaîner le 5-6. Voilà, où là j'ai un peu raté mon freinage, il faut passer totalement à l'extérieur. Là celui-là, on va rentrer la roue intérieure dans le vibreur pour essayer de ressortir ici sur le vibreur. Ensuite on arrive au 8. Le 8 c'est important, il est très très lent. On passe au bord du vibreur aussi. On ressort quasiment sur le vibreur, mais souvent on ne le touche pas. On a à faible vitesse. Et le virage le plus intéressant du circuit, c'est l'enchaînement 9-10. Là on commence déjà à freiner un petit peu sur le 9. On va quasiment toucher ce vibreur là pour reprendre l'intérieur. Pour le 10, reprendre une nouvelle zone comme vous l'avez vu de DRS. La sortie est assez compliquée dans le 10 parce que c'est pas forcément totalement droit comme vous pouvez le voir. Et là on va se prendre l'enchaînement 11-12. Ce sont deux virages sur la gauche. Le 11 où on va se retrouver à mi-piste. On essaie d'éviter d'aller vers le vibreur extérieur. Le 12 qui est ici où on reste à peu près sur la même trajectoire. Le 13 où on effleure le vibreur ici sans aller dessus. Et on essaye d'aller pas trop loin sur celui-là pour éviter d'être trop déstabilisé. Et on arrive sur le 14 quasiment à l'aveugle, vous voyez pas l'intérieur du virage, et on ressort pour cette longue ligne droite qui va nous emmener au virage 15. On met un petit peu de boost temporaire sur cette voiture. Et on fait attention. Ici, donc normalement c'est en 3. On ressort là, pas trop loin non plus pour pas être trop déstabilisé à la réaccélération au niveau de la sortie de ce virage 15. Les dernières infos qui sont importantes, eh bien, c'est la déception de Renault. Après le Grand Prix d'Australie, s'attendait à mieux. Alors, on aurait pu se dire qu'une 7ème place, c'était déjà pas mal sur un circuit qui a rarement été très intéressant pour Renault. Mais pourtant, ils étaient assez déçus de leur course du côté du directoire. C'est ce qu'a dit même Alain Prost. Alors Renault va arriver à Bahreïn avec des évolutions qui étaient prévues par rapport aux hautes températures à Bahreïn. On apporte des capots moteurs échancrés pour essayer d'évacuer le maximum de chaleur du moteur, ce qui pourrait endommager des pièces. On essaie également d'évacuer le maximum de chaleur du moteur classique, mais également des moteurs électriques qui tournent à très haute vitesse et qui sont également source de chaleur dans le capot moteur. Ils sont également déçus de leur châssis et ils ont déjà décidé d'apporter des améliorations, mais ils apporteront de nouvelles améliorations sur les Grands Prix. Ils ont trouvé que leur châssis était moins performant que celui de Haas et que celui, bien entendu, de Red Bull. Autre dernière info du paddock, eh bien, c'est les pilotes qui se sont plaints après le Grand Prix d'Australie de problèmes lors de la phase de procédure de départ qui sera donc techniquement modifié. On y travaille, c'est le Michael Mesi, le directeur de course désormais depuis la mort de Charlie Whiting, qui s'occupe de ce premier problème. Les pilotes se sont plaints, comme alors je crois que c'est Kubica par exemple, c'est les pilotes qui sont partis en toute fin de grille. Je rappelle que cette année, les ailerons arrière ont été surélevés et sont agrandis, et les pilotes se plaignaient de ne pas voir les feux lors de la procédure de départ. Pierre Gasly également s'est plaint de ce problème, et donc on va modifier, peut-être ajouter un feu à mi-grille pour permettre aux pilotes qui démarrent de l'arrière de pouvoir démarrer dans des conditions aussi performantes que pour les pilotes de tête. Et puis, on a appris également que la réglementation 2020 est en train d'être finalisée et que la FIA souhaite que les équipes ne consomment vraiment plus que de l'essence et ne consomment plus d'huile. Aujourd'hui, beaucoup d'équipes avaient trouvé une parade au fait que les réservoirs étaient limités. Pendant très longtemps, je rappelle que les réservoirs étaient limités à 100 kg, ce qui était quasiment impossible de faire un Grand Prix sans être obligé d'économiser de l'essence. Et donc, des équipes avaient trouvé la parade en réussissant
à faire du combustible avec l'huile moteur, et donc à utiliser l'huile pour améliorer les performances du moteur, le fameux mode fête, le mode qualification, ou pour pour diminuer la consommation pendant la course. La combustion d'huile donc passe de 0,6 cette année pour 100 km à 0,3 litres pour 100 km pour ces nouveaux moteurs pour diminuer ce domaine-là. On a également appris cette semaine que le fils de Michael Schumacher, Mick Schumacher, champion de F3 l'année dernière de F3 Euro Series, ferait 2 journées d'essai avec Ferrari et avec Alfa Romeo, mardi avec Ferrari, mercredi avec Alfa Romeo. Je rappelle que toutes les équipes doivent utiliser des jeunes pilotes sur leurs essais après le début de saison. Après les essais de pré-saison, voilà, ils doivent utiliser pendant quelques jours des jeunes pilotes. C'est ce qu'a décidé de faire Ferrari. Alors bien entendu, il y a un coup marketing parce que Mick Schumacher, le fils de Michael Schumacher, dans une voiture rouge, forcément, ça donne envie à tous les fans de Ferrari. Je rappelle que ces essais se font aussi parce que Mick Schumacher a intégré la Ferrari Driver Development après son titre de F3 Euro Series. Et Mick Schumacher, lui, aura un programme chargé du côté de Bahreïn parce qu'il fera également la course de F2. Le programme, après toutes ces infos, on reprend un petit peu notre souffle. Le programme sur ce Grand Prix de F1, la qualif aura lieu, donc comme je disais, à 16h. Ça sera samedi, ça sera sur Canal+ Sport, parce qu'il y aura un gros programme sur Canal+ ce week-end si vous êtes fan de sport mécanique, entre la F1, la Moto Grand Prix et le WRC, le Tour de Corse. Ça va être très chargé sur la chaîne, et nous on va se régaler pour tous les fans de sport mécanique. La course, 17h10 dimanche, bien entendu. Course donc de nuit, à 1h après les qualifs. Donc voilà, il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup d'erreurs sur le début de course. Et puis c'est également le premier week-end de F2, avec la course longue à 11h05, la course sprint à 13h10. Donc voilà, ça sera le Grand Prix. Les enjeux de la course. Les enjeux. Eh bien déjà, les enjeux à Bahreïn, c'est de connaître le moteur le plus performant. C'est un circuit d'accélération-freinage. Donc qui dit accélération-freinage dit accélération, dit puissance moteur. Donc on verra si Honda a rattrapé son retard, si Ferrari est aussi performant que Mercedes et si Renault également a désormais un moteur qui peut se battre, on va dire, régulièrement pour les podiums du côté de leur équipe. Les autres enjeux, c'est du côté de chez McLaren. Est-ce que Sainz arrivera à se relever? Il a eu un premier Grand Prix compliqué, Carlos Sainz Junior, après des qualifications un peu en berne. Il a fini 17e des qualifications en Australie. Son coéquipier avait fini 8e. Lando Norris, débutant en F1, mais véritable pépite, un vice-champion, je rappelle, F2 l'année dernière. Et puis en course, chez Sainz, il y a eu une casse moteur au bout de 11 tours. Et puis, on sait également que chez McLaren, ça n'avait pas été la fête parce que Lando Norris avait eu un rythme en course pas excellent pendant tout le Grand Prix, surtout quand il avait tenté d'exploiter les pneus les plus durs lors du Grand Prix d'Australie. Question également, est-ce que Williams va se relever? J'ai des doutes quand même parce que normalement il y a peu d'évolution sur les voitures entre le Grand Prix d'Australie et le Grand Prix de Bahreïn, tout simplement parce que c'est très compliqué à acheminer vers Bahreïn. Je rappelle que l'usine Williams est à Londres, est en Grande-Bretagne, donc c'est très compliqué d'amener les pièces sur cette course. On sait qu'il y a plusieurs problèmes chez Williams. Tout d'abord les pièces de rechange. Kubica l'avait dit en Australie après la deuxième séance d'essai libre. Il ne roulait pas sur les vibreurs pour ne pas endommager sa voiture. Ça semble incroyable, mais c'est vrai. Et puis, George Russell, lui, a dit qu'il y avait un autre problème sur la Williams. C'est un problème, en fait, il semblerait, alors c'est pas ce qu'a dit George Russell. George Russell a dit qu'il y avait un problème sur la voiture, il y avait un manque d'adhérence. Mais il semblerait que ça soit un problème au niveau soit du fond plat, soit du diffuseur arrière. Mais donc c'est sous la voiture et donc la voiture n'aurait pas d'appui sur l'arrière et serait assez instable, il semblerait, sur cette zone-là. Et puis moi j'ai trouvé, pendant tout le Grand Prix, je regardais un petit peu les Williams, j'ai trouvé que les voitures étaient assez instables au freinage. C'est peut-être dû à ces soucis, mais j'ai trouvé qu'elles avaient tendance à bouger pas mal. Ils étaient obligés de donner des petits coups de volant, de rectifier pas mal lors des freinages. Donc il y a peut-être aussi un problème du souci-là. Normalement Williams devrait encore finir dernier sur ce Grand Prix, à part si un pilote a un énorme problème pendant la course, aussi il y a des abandons, ça leur permettra de gagner des places. Pierre Gasly, également, il doit prendre ses premiers points. Il a vécu un premier week-end. Alors ça se passait bien vendredi.
Samedi, ça se passait bien pendant la séance d'essai libre 3. On pensait qu'il pouvait finir facilement 5e ou 6e. Et puis, les qualifications, l'erreur stratégique de Red Bull, qui ne l'a pas relancé pour faire un nouveau tour rapide, et ce qui fait qu'il s'est fait éliminer en Q1. Et puis après, un Grand Prix où il est resté bloqué derrière Kvyat pendant tout le Grand Prix, où il n'a jamais réussi à trouver l'ouverture, tout simplement. Et puis, la question également pour Ferrari, est-ce que la course en Australie était une erreur ou un faux pas, ou c'était juste un petit faux pas et que la voiture est ultra performante et qu'elle était bien dominatrice lors des essais hivernaux et que Mercedes ne cachait pas son jeu? C'est une question qu'on peut se poser parce que des têtes pourraient tomber avec l'arrivée d'un nouveau patron chez Ferrari, Mattia Binotto, qui remplace Arriva Bene du côté de Ferrari. Et puis la riposte, oui, pour Ferrari. Et puis je parlais, il n'y avait pas que le problème de la voiture. J'ai regardé une statistique sur le site Sport Auto. C'est la vitesse au niveau des arrêts au stand. Et on regarde que ils ont été très lents au niveau des arrêts au stand chez Ferrari. 11e et 16e, surtout Charles Leclerc. Ça s'est très très mal passé au stand parce qu'il est, je sais plus, en quasiment 4 secondes, un truc comme ça. Enfin, le temps est assez mauvais. Et surtout, la stratégie de Ferrari qui n'avait pas été bonne parce que je me rappelle que Charles Leclerc, je crois, s'arrête au 29e tour, c'est-à-dire 3 tours après Verstappen, 6 après Bottas. Normalement, on aurait dû lui mettre des médiums et on lui met des pneus hard qui n'avaient aucun intérêt à ce moment-là de la course. Et puis, alors que les pneus hard auraient dû lui permettre d'avoir des pneus plus frais en fin de course pour tenter le meilleur tour en course, ils n'ont pas tenté le meilleur tour en course. Et en plus, il aurait pu changer ses pneus. Il avait le temps de rentrer au centre pour tenter le meilleur tour en course. Donc, c'est assez étonnant la stratégie de Ferrari sur ce Grand Prix d'Australie. Du côté de mes pronostics, et là je mets une grosse pièce, je prends un énorme risque, je vais peut-être me faire insulter sur les commentaires de YouTube. Je décide de mettre Leclerc vainqueur. Je sais pas pourquoi, ça m'est venu pendant la nuit. Je pense qu'il est plus performant en ce moment que Vettel, Charles Leclerc, et qu'il devrait être performant. Ensuite, je mets Hamilton deuxième, parce qu'il a fait une très bonne course en Australie. J'ai l'impression qu'il a envie d'être performant à Bahreïn et de perdre moins de points que l'année dernière en début de saison. Je mets en 3 Pierre Gasly. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, il avait fait une bonne course avec le moteur Toro Rosso Honda et qu'avec normalement un meilleur châssis, il devrait être plus performant. En 4, j'hésite entre Vettel et Bottas, mais je vais mettre Vettel et 5 Bottas pour ce Grand Prix. Voilà. Je prends d'énormes risques, mais de toute façon, quand je ne vise pas d'argent, normalement, je devrais avoir aucun problème. Allez, on se retrouve. N'hésitez pas à réagir avant tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. J'espère que, surtout si vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, même ne mettez pas de pouce en bas. Je préfère. Ne dites rien dans ce cas-là. Ou mettez un message dans les commentaires. Comme ça, j'essaierai de m'améliorer pour les prochaines fois. Mais ne mettez pas de pouce bleu. Enfin, de pouce rouge dans ce sens-là. De dislike. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, donc si vous pensez qu'il y a certaines choses que vous voulez approfondir avec moi dans les commentaires. Et puis surtout on se retrouve pour de prochaines aventures, donc déjà pour le débrief de la F1, il y aura beaucoup de choses en sport mécanique parce que le programme est chargé. Débrief de la F1 en Australie, j'essaierai de le faire très très vite, donc lundi après-midi et pour le mettre en ligne mardi soir normalement. La moto Grand Prix, je ferai le débrief des 2 premiers Grands Prix. Normalement, j'avais dit que je devais faire le débrief du Grand Prix du Qatar. Mais comme j'ai pas eu le temps de le faire, je vais faire le débrief des 2 premiers Grands Prix en même temps dans un petit bloc. Et puis, on fera également le débrief des 4 premiers rallyes de la saison après le Tour de Corse en rallye. Parler de Hyundai, parler de Citroën et de Ogier. Et puis parler de Sébastien Loeb. Voilà, le programme chargé en sport mécanique. Donc, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao!